Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des Amazones, ces puissantes femmes guerrières popularisées par l'Iliade d'Homère et la mythologie grecque au cours de l'Antiquité. Une armée fictive et fantasmée de puissantes femmes qui ont peut-être réellement existé chez les Scythes et les Sarmates à peu près à la même époque. Et si aujourd'hui il nous est difficile de distinguer le vrai du faux, tant la figure de l'Amazone a été fantasmée par d'innombrables œuvres fictionnelles, on peut tout de même se fier à un exemple solide pour en parler de manière véridique. Cet exemple, il remonte au 19e siècle et je peux vous dire que la France devrait s'en souvenir car notre armée s'est fait botter le cul plus d'une fois par ces Amazones-là. Il s'agit donc des Amazones de Dahomey et nous allons en parler plus longuement après le générique. Les Amazones du Dahomey prennent leur nom de l'ancien royaume de Dahomey, devenu aujourd'hui le Bénin. Ces femmes, aussi appelées Minos ou Minos en langue faune, signifiant nos mères, étaient choisies dans le harem du roi pour être entraînées à devenir des armes de guerre sanguinaires. Elles étaient notamment réputées pour décapiter leurs ennemis et manier à la perfection fusils et couteaux pour le plus grand malheur de leurs ennemis. Telles des lionnes dans le règne animal, les Amazones du Dahomey, avant d'être Amazones, étaient des chasseuses d'éléphants, aussi appelées Gbeto lors du règne du troisième roi du Dahomey, Ao Wechbaja, entre 1645 et 1685. Toutefois, faudra attendre tout de même le XVIIIe siècle pour que ces femmes passent du statut de chasseuses à véritables guerrières de l'armée du Dahomey. C'est effectivement sous le règne court mais intense de la reine Tazi Angbe que les Amazones du Dahomey prennent naissance en devenant d'abord les gardes du corps de cette reine qui s'est improvisée en tant que telle du jour au lendemain. Et pourquoi je vous dis court et intense ? Tout d'abord parce que son règne n'a duré que 3 ans, de 1708 à 1711, suite à la mort soudaine d'Ouessou Akaba, son frère jumeau. Et intense car elle a dû gérer son pays en guerre contre ses voisins, les Wemenu, en étant travestie pour ne pas créer de la discorde au sein de ses troupes, en étant une reine et non un roi. Et comme vous vous en doutez déjà sans que je vous le dise, la supercherie de se déguiser en homme n'a bien entendu pas fait long feu, juste assez de temps pour qu'un trou du cul lambda le découvre et en profite pour récupérer le pouvoir, sous prétexte qu'il est impossible de diriger un royaume sans une bonne grosse paire de testicules. Et ce trou du cul en question n'est nul autre que Agadja, le fils du défunt frère jumeau Ouessou Akaba, qui va régner de 1708 à 1732 en faisant son maximum pour étouffer cette affaire de reine du Dahomey. Alors, oui, certes, il va étouffer cette affaire de famille, mais il va surtout en profiter pour recycler de bonnes idées venant de sa tante. Notamment l'idée qui nous intéresse aujourd'hui, d'accorder aux femmes le statut de guerrière au même titre que les hommes, les faisant ainsi passer de femmes gardes du corps à véritables milices armées. Un nouveau statut qui va notamment permettre à l'armée d'enfin laminer le royaume de Savie en 1727. Et c'est avec le roi Ghezo qui gouverne de 1818 à 1858 que le royaume intensifie son développement militaire afin de moderniser l'organisation et les armes de son armée, notamment avec des fusils danois obtenus via le commerce des esclaves. Mais avant de m'attarder sur l'homme blanc qui fait ses petites magouilles en Afrique, je voudrais revenir sur le règne du roi Ghezo qui a permis de préparer entre 4000 et 6000 femmes prêtes à combattre à cette époque. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représentait pas moins d'un tiers de l'armée du Dahomey. Elles étaient réparties en 3 brigades de plusieurs régiments, chacun commandé par une femme, s'étant illustré par ses faits d'armes sur le champ de bataille. Tout comme par chez nous, la hiérarchie comprend des officiers appelés Gahu, des sous-officiers dits Aouagan et de simples soldats, le tout formant ainsi 2 corps et 5 bataillons ne répondant qu'aux ordres du roi lui-même. Donc ces 2 corps principaux sont les Aligossi qui s'occupaient de défendre le palais, en gros c'était les gardes du corps du roi, et les Djadokpo qui constituaient l'avant-garde de l'arme régulière. Et après ça, on a les 5 bataillons qui étaient composés des Zakbaraya, donc l'armée de Tromblon, grosso modo l'infanterie, les Gbeto, que nous avons vu précédemment qui s'occupaient essentiellement de la chasse aux éléphants, les Nikpenotentok, qui s'occupaient de l'équarrissage, à savoir notamment le dépeçage d'animaux pour en faire une matière première utile à la société, des Galemanto, armés de fameux fusils, le Winchester, et enfin des archères, équipées de flèches empoisonnées, classiques mais toujours efficaces. Et autant vous dire que c'est loin d'être une colonie de vacances pour devenir membre de cette armée. L'entraînement commence dès le plus jeune âge et comprend des combats, du maniement d'armes, des exercices qui sont là pour repousser ses limites comme traverser un parcours fait d'épines ou encore simplement vaincre un taureau à main nue. De quoi vous rappeler les natifs terriens de The 100, pour ceux qui connaissent cette série. Encore plus quand on sait que les Amazones de Dahomey n'ont qu'une seule règle. Tuer sans se soucier de sa propre vie. Coïncidence dans tout ça ? Je ne crois pas.
Et afin d'être sûre de respecter cet engagement, elles s'enivrent avant les batailles pour ne pas ressentir la peur et être sans pitié avec leurs ennemis. Ils vont même jusqu'à décapiter ceux qui se font prisonniers pour ne laisser personne en vie après leur passage. Bon, après vous allez me dire, ça va, ça reste que de la colle pour se motiver, on est quand même loin des histoires de drogue dure afin de ne pas faillir à la tâche, lorsqu'il s'agit de tuer avant d'être tué. Et non, je ne parle pas des favelas, mais bel et bien notre chère armée. Mais ça c'est une autre histoire que nous n'aborderons sans doute jamais ici, donc inutile de nous le demander et allez plutôt chercher par vous-même. Enfin bref, pour être aussi impitoyable sur le champ de bataille, l'entraînement est loin d'être de tout repos, et l'admission pour y tenter sa chance l'est probablement encore moins. Déjà, il faut être enfant d'esclave pour pouvoir espérer devenir Amazone. Ensuite, il faut avoir la chance, et j'insiste bien sur le mot chance, d'être affranchi pour devenir membre du harem du roi. Suite à cela, il est possible d'intégrer l'agoleggie, le corps des femmes de guerre du roi, devenant ainsi les fameuses minones. Même si la plupart sont enrôlées de force, il en existe tout de même certaines qui se portent volontaires pour devenir des intrépides Amazones. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est tous les 3 ans que les sujets du roi doivent présenter de nouvelles candidates, de gré ou de force, devant un conseil de révision pour savoir qui est digne de servir le roi. Et évidemment, comme par chez nous, selon le rang social de nos familles, on gravit plus ou moins vite les échelons de la hiérarchie militaire. Et comme notre Jeanne d'Arc nationale, l'histoire veut que ces femmes soient vierges en rapport avec le statut semi-sacré qu'elles arborent via la croissance vaudou du peuple Fon. Et alors là, je risque d'en choquer plus d'un, mais contre toute attente, il semblerait que ce vœu sacré ne soit pas toujours respecté. Je sais, ça paraît impensable, et pourtant, c'est ce qu'avancerait l'historien béninois Arthur Vidot en démontrant qu'elles n'étaient pas toutes vierges, soit parce que cela entrait dans le cadre de certaines de leurs missions, soit tout simplement parce qu'elles en avaient envie. En tout cas, si ce n'était pas dans le cadre d'une mission royale, ou pour devenir l'épouse du roi, il ne valait mieux pas que ça sache au risque de se faire exciser, et accessoirement tomber enceinte après avoir rompu le vœu de célibat auprès de la divinité d'Ewin. À vous de me dire dans les commentaires ce qui est pire. Et donc, vous l'aurez compris, les Amazones de Dahomey n'étaient pas des femmes à prendre à la légère, et pourtant c'est ce que l'armée française a fait pendant un petit moment. Enfin bon, je vous rassure, à force de prendre des branlées dans le mauvais sens du terme, on a fini par tricher en ramenant nos gros joujoux militaires pour faciliter la pacification de l'Afrique. Et oui, l'invasion de l'Afrique de l'Ouest par les Européens qui s'intensifie durant la seconde moitié du 19e siècle ne se fait pas sans résistance. Dans les détails, ça donne ça. En 1890, que le roi Béhanzin, alors aux commandes du royaume de Dahomey, se met à combattre les forces françaises au cours de la première guerre de Dahomey. Malgré le fait qu'il remporte les premières batailles, l'histoire ne laissera pas la joie de remporter la guerre puisque suite à cette résistance tenue au royaume de Dahomey, à l'aide de ses puissantes Amazones, l'armée française décide alors de faire appel à la légion étrangère, la cavalerie et l'infanterie marine ainsi que ses meilleures armées à l'époque pour retourner la situation à son avantage. Autant vous dire qu'il en a fallu un paquet de beau monde pour venir à bout de ces femmes, à tel point que les légionnaires eux-mêmes, réputés pour n'avoir que très rarement froid aux yeux, écrivirent plus tard sur l'incroyable courage et l'audace de ces Amazones. S'ensuit alors le déroulement de l'histoire avec un royaume de Dahomey mis sous protectorat français le 17 novembre 1894. Un joli nom pour ne pas dire colonie, mais enfin bref, passons. Les Français laissent Agoli Agbo devenir le nouveau souverain et décident sans surprise de dissoudre le corps des Amazones, laissant la dernière s'éteindre en 1979. Faudrait pas non plus laisser se reconstituer une armée qui a fait trembler ses colonisateurs. Avant de conclure, je voulais tout de même préciser que ce ne sont évidemment pas les seules femmes guerrières qui ont réellement existé. Je pense notamment aux Ashantis, femmes guerrières venant du Ghana. Mais comme il est impossible de parler de tout en un seul épisode, il était préférable de choisir celles qui ont inspiré bon nombre de fictions, allant de The Hundred à Black Panther, en passant par des mentions dans le célèbre best-seller Millennium. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez donner votre avis, vous abonner. Et on se dit à dans 2 semaines. Bye.